c'est quoi les grands chantiers à mener, justement avant de faire un cash-out, ou même après, si tu n'as pas eu l'occasion, toi-même, d'intervenir en amont? On commence à rentrer en amont avec les boutiques M&A et de levée de fonds et autres banques privées ou notaires ou avocats fiscalistes qui sont dépassés, qui ont à cœur d'accompagner l'entrepreneur demain et après-demain. Donc comme nous, on a déjà fait de l'ingénierie financière et fiscale dans une vie antérieure, de par nos métiers respectifs, on est en capacité de faire la transition, et pour le moment, elle s'est toujours bien déroulée, de pouvoir là aussi créer de la valeur en termes d'origination. On fait de l'audit, mais on est force de proposition et on fait un métier qui est très engageant. Moi, je dois bien dormir les nuits. Donc quand je propose quelque chose, un montage, une solution, un investissement, il faut que là aussi, elle ait été stress-testée, on va dire, dans le bon sens du terme, pour le compte de notre client, qui en est ravi. Je parle par expérience pour les 15 dernières années, en tout cas, on verra pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Lévy, ancien banquier trader qui a maintenant fondé son multifamily office il y a maintenant 15 ans. Et on va parler de la façon dont un dirigeant qui a fait un cash-out ou qui a revendu son entreprise peut réinvestir efficacement son argent en 2025. Merci de me recevoir en tout cas. Avec grand plaisir. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors est-ce que, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire concrètement ce que tu fais pour les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise? Oui, tout à fait. Écoute, je crois que tu as commencé à le dire. Je suis ancien banquier, gérant, trader. Donc, je suis un généraliste de la finance, ayant vogué entre Londres et Paris, un peu Strasbourg aussi, d'où je suis originaire. J'ai créé un multifamily office financier, surtout, et un peu immobilier private equity, voilà 15 ans maintenant à Paris, pour une clientèle composée majoritairement d'entrepreneurs ou de serial entrepreneurs, de gens qui, là aussi, s'attachent à une qualité de service. Notre leitmotiv, c'est d'abord de les protéger, de sanctuariser leur patrimoine. C'est des gens qui ont fait l'argent. Donc, ils ont fait l'argent et ils veulent clairement qu'on les accompagne, non pas pour évidemment le développer à outrance, mais d'abord le protéger raisonnablement et neutraliser le train de vie, la fiscalité et l'inflation. Et une fois qu'on a dit ça, c'est déjà un très gros challenge. Donc c'est le challenge qui m'anime tous les matins, ainsi que mon équipe, depuis 15 ans, en étant très proche de nos clients, puisqu'on fait du sur-mesure. Voilà, j'y reviendrai, parce que l'industrie n'est pas toujours normée dans le multifamily office comme elle devrait l'être, donc c'est de la gestion de patrimoine plus. Est-ce qu'il y a une taille de patrimoine sur laquelle tu interviens exclusivement ? Non, je dirais que il faut démarrer avec un peu de financier, évidemment, mais être à potentiel. Il est évident qu'en dessous de 500 000 euros de financier, c'est compliqué d'accompagner des clients. Donc, ce sont des clients riches en millions ou en dizaines de millions d'euros qui souhaitent qu'on continue à s'occuper d'eux au mieux de leurs intérêts. Donc là, on va parler du sujet, effectivement, qui concerne les dirigeants qui ont fait un cash-out ou revendu leur entreprise, donc qui ont un chèque qui leur a été viré sur leur compte en banque. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi en fait la période de post-cession pour un dirigeant peut être aussi déstabilisante et parfois même euphorique quand d'un coup ils ont tout cet argent dans leur compte en banque. Oui, alors nous on intervient souvent un peu en amont puisqu'on vient challenger tous leurs banquiers, assureurs, dépositaires, on les prend par la main. Moi-même j'ai fait du M&A et de la levée de fonds il y a fort longtemps, il y a plus de 25 ans, donc je peux d'ores et déjà me mettre à la place de l'entrepreneur qui doit donner du sens à son patrimoine. Donc il vient de monétiser, se pose la question déjà en amont et on l'aide en amont par rapport à un cahier des charges spécifique. Voilà, quel est son bien-être de demain? Est-ce qu'il veut réinvestir? Lui-même être capitaine d'entreprise ou avoir une vision plus entière de la chose en tant que business angel. Donc, on vient avec une équation, on l'aide à travailler cette équation avec notre propre ADN. Et oui, très clairement, il y a un effet apaisant de pouvoir monétiser et ça offre de la sérénité. Mais pour beaucoup, et je l'ai vu par expérience, ça offre un nouveau stress que de savoir quoi faire de cet argent
C'est l'argent souvent d'abord qui arrive dans une banque, plusieurs banques, et évidemment, les banquiers ne font qu'une chose, entre guillemets, un peu harceler le client, et ce qui est souvent négatif. Donc nous, on vient là aussi en chevalier pour être hommes et femmes de confiance, en étant totalement alignés. Parce que l'idée, c'est pas de leur vendre une savonnette, je le dis souvent, c'est pas de les équiper, c'est vraiment de les accompagner longtemps au mieux de leurs intérêts. Et qui dit argent aussi dit psychologie aussi, la relation que le dirigeant peut avoir avec son argent. Est-ce que tu leur recommandes à la même occasion de se faire aussi accompagner sur ce volet-là aussi psychologique, parce que c'est du jour au lendemain, quand on a monétisé des dizaines de millions, parfois beaucoup plus, oui. Ça peut être aussi délicat à gérer si on est mal accompagné. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je crois qu'on se tutoie d'ailleurs, oui, donc c'est mieux. Je ne sais pas si tu parlais de façon générale ou pas. Non, mais pour tous nos auditeurs, on s'adresse à des gens qui sont pas forcément des capitaines d'industrie, qui peuvent être très jeunes et pas familiarisés de la chose, mais qui ont déjà une capacité à gérer le stress. Parce que, comme je l'ai mentionné, ils ont déjà eu des échecs professionnels ou dans leur vie affective et ont su rebondir. Et ont su prouver qu'ils pouvaient en être. Donc, on n'a pas besoin d'intégrer l'aspect psychologique, comme tu le mentionnes, plutôt le fait d'être des vrais experts de la chose par rapport à des influenceurs, par rapport à des vendeurs, par rapport à des distributeurs. Donc, ça les rassure que d'avoir d'ores et déjà accompagné d'innombrables entrepreneurs avec, je le répète, des besoins pluriels. Donc, c'est des hommes et des femmes qui se retrouvent avec ou sans enfants, avec une grande famille, une réinvention et un recyclage à faire de cet argent sur des sujets très spécifiques de bien-être ou financier, immobilier, donc liquide ou pas liquide. Tu as parlé aussi tout à l'heure du fait que tu intervenais en amont de l'opération de cash out ou de cession. C'est quoi les grands chantiers à mener, justement avant de faire un cash out, ou même après, si tu n'as pas eu l'occasion, toi-même d'intervenir en amont? Non, on commence à rentrer en amont avec les boutiques, un peu les boutiques M&A et de levée de fonds et autres banques privées ou notaires ou avocats fiscalistes qui sont dépassés, qui ont à cœur d'accompagner l'entrepreneur demain et après-demain. Donc comme nous, on a déjà fait de l'ingénierie financière et fiscale dans une vie antérieure, de par nos métiers respectifs, on est en capacité de faire la transition, et pour le moment, elle s'est toujours bien déroulée, de pouvoir là aussi créer de la valeur en termes d'origination. On fait de l'audit, mais on est force de proposition et on fait un métier qui est très engageant. Moi, je dois bien dormir les nuits. Donc, quand je propose quelque chose, un montage, une solution, un investissement, il faut que là aussi, elle ait été stress-testée, on va dire, dans le bon sens du terme, pour le compte de notre client, qui en est ravi. Je parle par expérience pour les 15 dernières années, en tout cas, on verra pour la suite. C'est-à-dire que tu commences par quoi concrètement ? L'audit pour comprendre à quelle sauce je dois être mangé très clairement, pour répondre aux besoins les plus exigeants qui soient. On a des gens qui sont très 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 exigeants. J'imagine parmi tes clients, tu as aussi des familles, ou même dans tous les cas, un dirigeant, il a très souvent aussi une famille aussi en parallèle. Donc, est-ce que tu recommandes d'emblée d'impliquer la famille avant même de faire que le dirigeant fasse son cash out pour structurer justement au niveau patrimonial, fiscal? Comme je te le mentionnais, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, j'ai des clients qui ont 27 ans, j'en ai qui ont 47 et plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas là aussi faire sans la famille. Donc, évidemment, on se projette dans un cadre fiscal qui t'aura pas échappé en France, c'est très versatile. Donc, on peut pas surréagir à la fiscalité. On raisonne à ISO fiscalité aujourd'hui, mais on se projette par rapport aux souhaits du client. Le client souhaite protéger les siens. Le client souhaite laisser des objets, des biens sentimentaux ou de rente à ses enfants, demain à sa femme. Comment les protéger? Quid de la prévoyance? Donc, en étant des experts de l'encadrement des risques, on encadre les risques de l'entrepreneur et de sa famille en même temps. Donc, si tu veux, c'est toujours systématiquement intégré dans l'équation. Et tu as parlé aussi de critères tout à l'heure, oui. Quelques critères, mais de façon un peu plus exhaustive. Est-ce que quels sont les grands critères aussi à prendre en compte
pour structurer patrimonialement, fiscalement une opération de cash out? Sur quoi tu te bases concrètement, voilà, de façon générale? C'est-à-dire qu'au-delà du montant... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas te baser sur la vie du dirigeant, ses aspirations, ses objectifs personnels, familiaux, en général? Est-ce que tu as des grandes questions que tu lui poses pour définir des critères avant même d'investir? Déjà, c'est de se poser la question. Souvent, l'erreur qu'ils font, c'est de tout embouteiller dans une holding. Quelques années après, ils disent « mince, si j'avais su ». Mais mon fiscaliste m'a dit de faire comme ça pour payer moins d'impôts. Erreur. Dans la vie, il faut payer des impôts. On peut pas ne pas faire ça, on peut optimiser, évidemment, mais on reste dans un cadre franco-français. Donc la question se pose de ses aspirations, comme tu l'as dit, et pour l'après-demain. Donc nous, on privilégie souvent de ne pas tout embouteiller, par exemple, pour faire allusion à ta question, dans une holding, pour pouvoir laisser l'entrepreneur se réinventer demain, acheter un bateau, acheter une résidence secondaire. Il faut jamais oublier que quand l'argent est dans une société, il appartient à la personne morale. Donc pas à moi. Tous nos clients sont pleinement propriétaires, directement et indirectement. Donc ou en direct, eux et leur famille, soit indirectement au travers de véhicules. Donc il y a ce panachage à gérer avec eux, qui est notre grande marque de fabrique aussi, par rapport à toute l'industrie parisienne qui surpondère l'embouteillement dans une structure personne morale. Tu parles aussi donc de profil de risque, comme en gestion privée. Oui. Ah oui, clairement. Oui. Si tu veux, moi, l'encadrement des risques, c'est mon métier. J'ai été trader action dans une vie antérieure, donc on gérait beaucoup d'argent pour le compte propre d'une banque. Je n'avais pas le droit de perdre plus de 0,1% sur l'année. Sur l'année. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas le faire pour nos clients, mais déjà d'avoir un risque en perte en capital extrêmement limité pour un rendement maximal, voilà le sujet qui nous importe. Puisque, comme je te le disais en préambule, ils ont fait l'argent, ils veulent continuer à le protéger et pas tout mettre sur le rouge ni sur le noir. Ce serait une folie furieuse. Donc, ils diversifient, mais la diversification, ça ne suffit pas. Tout le monde diversifie, trop dans le non-coté. C'est là aussi une course à l'échalote en France de dire « il faut recycler de par le réemploi de cession, le 150 OBT. Remettons dans le private equity. » Formidable. Mais il faut que c'est un intérêt pour le client, économique, fiscal, et puis pour son bien-être. Justement, on va en parler juste après, donc de la pondération, de l'allocation de l'argent. Avant ça, est-ce qu'il y a un timing? Bon, évidemment, tu fais du sur-mesure, donc forcément, peut-être une question assez généraliste, mais est-ce qu'il y a quand même un timing que tu préconises à tes clients avant même de procéder à des décisions d'investissement? C'est-à-dire? Est-ce que entre le moment où ils ont vendu, donc ils ont encaissé, et le moment où ils vont commencer à faire leurs premiers investissements, est-ce que tu leur préconises de figer un timing pour que peut-être le rationnel ne prenne le dessus sur l'irrationnel, sur les émotions? Parce que, en fait, nos prospects comme nos clients s'intéressent à la chose avant que l'argent arrive sur leur compte bancaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que certains prennent le temps de la décision a posteriori pour s'éduquer. Et c'est pour ça que j'ai créé modestement une petite plateforme d'éducation financière, Olimoni, olimoni.fr, qui, elle, s'attache juste à donner la boîte à outils. Puisque on peut pas se prévaloir d'être un expert donc le client se doit d'être formé. Et nous formons tous nos clients qui sont pas toujours sophistiqués. Moi, j'ai des clients qui sont gérants de hedge fund, qui sont dans la partie, et qui nous font confiance, nous, pour diversifier, voire décorréler leurs avoirs. Pas que pour des raisons réglementaires, mais parce qu'on fait des choses qui complètent ce qu'ils sauraient faire. Pareil, le chef d'entreprise qui est, je sais pas, un serial entrepreneur dans l'édition de logiciels, nous fait confiance parce qu'il interagit avec nous, parce qu'on le forme aussi et qu'il comprend parfaitement ce qu'on est en train de faire pour lui. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de nos concurrents font, c'est qu'ils veulent à tout prix vendre un montage, une solution ou un produit. Donc ça joue sur le timing, puisque l'entrepreneur ne peut ne pas être suffisamment mature ou mûr pour appuyer sur le bouton.
Et surtout que c'est pas évident parce qu'on le rappelait aussi avant d'enregistrer l'épisode, que maintenant c'est un marché extrêmement concurrentiel, celui de la gestion de patrimoine. Et donc les dirigeants qui sont sollicités de part et d'autre, c'est très compliqué aussi pour eux d'identifier le bon interlocuteur, la bonne personne qui va les accompagner de façon, je dirais pas désintéressée parce qu'il y a toujours forcément une part d'intérêt, mais qui va les accompagner de façon intelligente sans leur vendre forcément des produits qui ne leur conviennent pas. Disons que tu as raison de mentionner qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gestionnaires de patrimoine, mais il y a de plus en plus de gestionnaires de patrimoine parce qu'ils viennent prendre des parts de marché aux banques, qui font de moins en moins ce métier-là. Moi, je vais voir mon banquier quand j'ai un problème. Il y a de moins en moins d'agences, et donc il y a une robotisation de la chose. Donc, quand on veut de la gestion spécifique bancaire, on en a, mais on a affaire à des chatbots, pour résumer, ou à de la banque privée, de la gestion patrimoniale d'une banque qui, je le rappelle, distribue des produits financiers. Conflit d'intérêts. Je suis conseil, producteur, distributeur, je me place où dans le schéma? Quand vous êtes chez un CGP, faites attention aussi, savoir s'il travaille avec 2-3 entités ou près de 180 partenaires comme nous. 180 partenaires. Travaillons avec 14 compagnies d'assurance en France, plusieurs au Luxembourg, en Suisse, etc. Donc si tu veux, depuis 15 ans, on a une galaxie assez incroyable de fournisseurs de produits, de solutions, qui est plus ample que ce qu'on peut trouver chez Goldman Sachs Paris ou chez JP Morgan Paris. Le CGP, lui, là aussi, peut-être qu'il a vocation à vendre tel ou tel produit parce qu'il est peut-être plus marché. Donc, s'il est plus margé, voilà, il faut comprendre dans quel environnement la consolidation de la gestion de patrimoine a évolué et à qui on a affaire, tout simplement. Donc, nous, on est volontairement indépendants, totalement transparent sur les commissions, au premier euro près. Donc, on sait où sont les rétrocommissions, le client sait pour quel niveau de service il a, pour quel prix il a, en venant chez nous. C'est assez opaque, même avec la nouvelle réglementation PRIIPs depuis des années en Europe, chez certains nombres encore de nos confrères, qui se comportent comme, souvent, il y a des clubs de copains, ou parce qu'on fait confiance. Oui, moi je suis un docteur de la finance et du patrimoine. Je joue souvent aux pompiers parce que je dois rassurer, protéger puis développer. C'est pas toujours le cas de la place, effectivement. On va parler maintenant, on va aller dans le vif du sujet sur les solutions d'investissement qui existent, notamment dans un contexte incertain en 2025, post-inflation. Alors, évidemment, tu fais du sur-mesure, mais à nouveau, on essaye d'être aussi dans la généralité, mais pour un dirigeant qui a fait son cash-out, comment il peut réinvestir efficacement son argent en 2025, compte tenu du contexte actuel? Alors, le contexte actuel, il évolue à chaque fois que Donald Trump fait un tweet. D'accord ? Ça c'est vrai, ça. C'est vrai ou pas ? Ah ouais, totalement. Donc moi, je dois m'en extraire. Je dois être là pour les 30 à 40 prochaines années. D'accord ? Donc, est-ce que je dois encore faire de l'immobilier, sachant que l'effet de richesse a eu lieu les 40 dernières années ? Évidemment, c'est une classe d'actifs qui est incontournable, mais pour lequel les points d'entrée sont plus les mêmes, les rendements sont plus les mêmes. Pour revenir à cette question spécifiquement, le client d'abord doit se poser la question, est-ce qu'il a besoin de revenus ? Est-ce qu'il a besoin de compléments de revenus ? Est-ce qu'il peut vivre de ses rentes ? Est-ce qu'il a besoin de dividendes ? De par la structuration qu'il va avoir, quel est son niveau nécessaire de liquidité ? Je m'explique. Beaucoup de confrères et de consoeurs vendent surtout des produits non liquides. L'immobilier, le private equity, les produits structurés, les SCPI, etc. Tout ça, c'est pas forcément liquide. Donc, quand il y a un stress, souvent dit Warren Buffett, quand la marée revient, on sait celui qui a porté un maillot de bain ou pas, etc. Nous, si vous voulez, on a une combinaison d'astronautes parce qu'on joue la décorrélation. La décorrélation, c'est au-delà de la diversification, c'est de poser l'encadrement des risques par classe d'actifs en étant là aussi respectueux des besoins du client,
qui est pluriel, qui est variable selon le client. Il y en a qui sont plus immobiliers que d'autres, plus financiers. Il y en a qui ça les rassure d'être très private equity parce qu'ils savent que leurs fonds seront bien dans certaines maisons ou avec certains de leurs confrères. Sauf que il y a beaucoup d'irrationalité. Je dirais que la marge de sécurité ultime chez nous, systématique, c'est la valorisation. Je dois pouvoir rassurer mon client que je rentre à très bon compte. Très bon compte. Est-ce qu'en 2025, dans le private equity, à 25 fois les résultats, je rentre à très bon compte ? Non. Est-ce que dans des produits illiquides, comme de l'immobilier, des OPCI ou certains structurés, je rentre à très bon compte ? Non. Est-ce que sur les marchés financiers, en 2025, il y a des opportunités extraordinaires de portage sur l'obligataire ? Oui. Est-ce qu'il y en a sur les actions qui ont été survendues ? Oh oui. Est-ce qu'il y a des aberrations dans les actions qui, là aussi, traitent sur des valorisations comme dans la défense ou dans la tech ? Oh oui aussi. Donc notre métier est de faire, là aussi, de tracer une ligne droite qui soit la plus droite possible, parce que la vie n'est pas linéaire, et de protéger le client par classe d'actifs, avec des surpondérations selon que les opportunités se présentent. Ce matin même, on annonce au Moyen-Orient qu'on va trouver un terrain d'entente. J'ai pas dit la paix, un terrain d'entente. Le pétrole se dégonfle extraordinairement. Les Total, les Valourec, etc., des sociétés très bien gérées qui offrent des rendements, etc., sont survendues mécaniquement. Des sociétés qui n'étaient pas chères hier, qui sont encore meilleur marché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on se pose pas les questions, on agit, on sait ce qu'on a à faire parce qu'on a des points d'entrée, qu'on suit des gisements qui sont là aussi pluriels, et pas que sur les marchés financiers. Mais les marchés financiers étant les marchés les plus liquides du monde, sur les devises, sur les matières premières, sur les actions, sur les obligations, ça offre un terrain de jeu qui est extraordinaire et c'est surtout un formidable laboratoire pour tout ce qui se passe dans la vie réelle, dans le non-coté. Parce que justement, de par ton expérience, tu vois beaucoup d'erreurs faites par les dirigeants au niveau de l'allocation de leur cash-out. Et c'est quoi les principales erreurs que tu vois et qui pourraient être anticipées ? On récupère des situations que certains de nos confrères ont accompagné il y a quelques années et où ils ont tout embouteillé dans une structure, où ils ont mis trop de private equity, où ils ont été là aussi peut-être trop gourmands, ils ont vendu des sujets structurés ou ETF en disant voilà, tout va bien se passer, faites-nous confiance. Or, avec la guerre en Ukraine, déjà le Covid, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, puis le dégonflement, puis le retour à nouveau, puis la crise au Moyen-Orient, puis les différentes séquences à laquelle nous sommes habitués dans la vie de tous les jours. Je pense à Trump, comme il y a 2 minutes, mais ça vaut pour Macron en France et par la situation qui est assez intenable politiquement, où on n'a toujours pas un vrai budget, une projection pour les années qui suivent. Nous, on a un cap, on le garde et on sait protéger au mieux nos clients. Donc évidemment, je peux pas vous donner tous nos secrets, notre marque de fabrique, mais ça laisse entendre que vous aurez affaire avec des grands experts à une protection qui est assez hors pair. Dans l'équipe, on a un consultant qui est un ancien de la Banque de France, Michel Ruimi, qui travaille avec nous depuis des années, qui là aussi, a la sagesse. Moi, je n'ai que 48 ans cette année, mais quand j'entends des influenceurs de 27 qui m'apprennent la vie, je suis un peu perturbé. Je ne critique pas. Il y a des très bonnes choses, il y a des grands talents, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pouvoir avoir vécu des cycles différents. En 1987, quand le CAC 40 a perdu 23% dans une journée, j'étais là. J'étais jeune, mais j'étais là. C'est important. Que faire ? Que fait-on ? Et c'est à ce moment-là où le rationnel doit pouvoir prendre le dessus sur l'émotionnel. Ouais, mais ça c'est théorique. Ouais, tout à fait. Ouais, je veux dire, quand il y a un stress, comment on fait ? On court ? On se prémunit d'abord ? On avait prévu le chose ? Non, on peut prévoir beaucoup de choses. Est-ce que la France sera mise sous tutelle du FMI ? Possible. Et les probabilités augmentent chaque jour qui passe, mais pas forcément, j'y crois pas, je l'espère pas pour notre pays. Mais il faut se poser les bonnes questions. Mais ces questions-là, nous les sommes posées il y a 14 ans, diversifiant le risque France de tous nos clients. Je suis pas certain que la place ait fait ça. Elle a surréagi ces dernières années, mais pas depuis 14 ans. Et nous, on a appris beaucoup de choses en 14 ans. Alors justement, toi, t'en penses quoi des actifs dits liquides, donc tout ce qui va être actions, obligations, ETF, en ce moment, comment se
ce marché-là dit liquide? Ah bah ils se portent très très bien, on est sur les plus hauts. Quand je regarde les indices, quels qu'ils soient, bon momentanément à part le pétrole, mais je veux dire c'est que ils se portent très bien. Il y a une retailisation, c'est-à-dire qu'il y a un accès, je dirais depuis le Covid, aux ETF par les jeunes qui sont appropriés ça, avec pour moi un cahier des charges qui est plus complexe à gérer. Tu l'auras compris, j'essaye pas de faire 20% dans la journée. Donc la prise de risque n'est pas la même. Donc oui, on le fait sur certaines poches, où on peut être plus audacieux pour aller chercher du fort rendement, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas faire trop d'argent trop vite. C'est en bonne gestion, il faut savoir, là aussi, couper ses positions. Et je vois qu'avec le Bitcoin ou avec ces ETF à fort levier, l'envie des jeunes générations, c'est d'aller trop vite. Et trop vite, ça veut dire une prise de risque qui est trop importante au goût de nos clients et pour nous, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu en penses quoi des ETF? Effectivement, c'est un bon produit. Sur les réseaux, surtout, porté aussi, je pense, c'est porté par les gestionnaires de patrimoine, oui. Nouvelle génération, et aussi, entre guillemets, peut-être certains influenceurs qui ont ce discours-là. Oui. Est-ce que ça reste un produit intéressant? Faut-il toujours avoir au moins une part d'ETF? Oui, on a une part d'ETF, mais c'est pour ceux qui sont paresseux et qui ne font pas plus le travail. Ça reste un réplicateur synthétique. Synthétique. Conclusion, moi je ne le prends pour des choses que je ne peux pas faire en direct. Nous couvrons très bien l'Europe et l'US depuis notre bureau parisien. Mais je n'ai pas l'expertise asiatique. Je n'ai pas l'expertise africaine. Par contre, les ETF me l'offrent. Mais je n'oublie jamais que je ne suis pas pleinement propriétaire de l'ETF, qui est chez Amundi, Vanguard, BlackRock ou iShares. Ah, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème sur Amundi ou iShares? Ouh, il y a un risque de contrepartie. C'est quoi un risque de contrepartie? Première ligne, premier jour, il faut comprendre quels sont tous les risques. Ah bon? Mais ça on m'avait pas dit, monsieur. Chez Lévis Capital, désolé d'être très lucide sur la chose, mais on analyse tous les risques. Tous les risques. Donc un risque de taux, risque de devise, risque de contrepartie, comme je l'ai mentionné, etc., etc., etc. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les produits structurés et les fonds à capital garanti? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ton avis en tant que docteur en finance en patrimoine? Je vais pas faire l'audit de tous les... Il y a du très bon, il y a des bons produits, c'est des produits qui sont très fortement margés pour ceux qui les distribuent. Ça répond à un besoin qui est intéressant pour les clients, surtout que ce sont des produits qu'on roll, donc il y a du très bon, on en fait peu, je dois dire, parce que voilà, ça complète un dispositif, mais c'est pas le cœur de notre métier. C'est satellite, au même titre que les ETF, dans nos allocations. Donc on en a, on est content. Voilà, on s'attache à... Moi qui étais dans la tuyauterie de ces produits, voilà, il y a du bon et du moins bon. Tu parles aussi d'immobilier, c'est vrai qu'il reste une classe d'actifs qui est assez privilégiée, demandée aussi par les dirigeants. En tous les cas, nous, les dirigeants qu'on accompagne, dès qu'ils font le cash out, aussitôt, ils veulent le réinvestir dans l'immobilier. Toi, quels sont les pièges à éviter avant de se lancer dans une stratégie immobilière, notamment avec toutes les classes, donc SCPI, immobilier résidentiel, etc. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, l'immobilier, c'est un vaste sujet. Oui, tout à fait. Ouais, c'est extrêmement vaste. Moi, j'ai travaillé pour une foncière il y a 26 ans. Donc, si tu veux, il y a des immobiliers, ça rassure de par le caractère tangible de la chose, très bien. L'intérêt de l'immobilier en France, c'est qu'on va chercher un levier avec du taux fixe, très bien. Mais est-ce qu'en 2025, on va faire des bonnes affaires par rapport à 2030 ou par rapport à 2020? Souvent, on me dit les bonnes affaires sont derrière. C'est vrai, mais beaucoup ont fait des erreurs dans les bureaux, par exemple, en sur-investissant dans les bureaux ces dernières années. À un moment où le Covid est passé par là et l'usage varie. Donc, l'immobilier, c'est un sujet très, très vaste. Nous, on l'aborde par le résidentiel, le bureau, l'entrepôt, la logistique, l'hôtellerie, la santé, les services. Donc, tu vois, on a une granularité en son sein. Donc, et une fois qu'on dit les résidences étudiantes ou la santé, est-ce qu'on y va en direct, par co-invest, SCPI, OPCI, etc. Donc, avec le degré d'illiquidité, ça implique, ou le leverage ou sur-leverage que ça implique. Puisque si mon client achète un véhicule d'investissement type SCPI, qui est lui-même endetté et qui s'endette pour la chose, il y a un gros effet de levier.
Et on voit que il y a eu des dépréciations notoires dans les SCPI parce que certains ont fait des erreurs en collectant beaucoup, certes, mais en investissant avec des points d'entrée qui sont pas au rendez-vous. Donc l'immobilier, l'emplacement, oui. L'emplacement qui va évoluer à l'heure de l'IA et de l'après-Covid, oui aussi. Mais quid des valos ? Vous croyez que c'est intéressant de faire 3% brut à Paris aujourd'hui ? Ah mais monsieur, c'est patrimonial. 3% brut, il me reste 1,2% net. J'ai payé de l'impôt, j'ai payé de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est pas... Et puis la fiscalité, quand on a un président comme on l'a depuis maintenant presque 8 ans, il nous dit c'est improductif, monsieur. N'investissez pas dans l'immobilier, c'est improductif. L'impôt sur la fortune, ça doit être immobilier. Et donc, je le vois fiscalement, il est plus intéressant d'être à la flat tax souvent ou d'optimiser les sujets qui sont hors immobilier qu'immobilier. Mais quand bien même on fait de l'immobilier, oui, on en fait multithématique dans plein de, tu l'auras compris, dans plusieurs gisements d'intervention. Ça va de l'hôtellerie en passant par les résidences étudiantes, par l'anthropologie, parce qu'on croit au data center. On croit aussi qu'il y a beaucoup de sujets où le recyclage de ces actifs va porter ses fruits. Et ou d'autres où des immeubles de bureaux ou des entrepôts vaudront zéro. C'est-à-dire qu'on a trop construit, qui sont dans des zones où de toute façon ils n'intéresseront aucun locataire, et donc c'est perte et profit. Et on n'a encore rien vu. C'est-à-dire qu'on a vu des dépréciations obligatoires et imposées par l'AMF sur des OPCI et des SCPI, mais sur des fonds de private equity immobilier, je suis désolé, mais les valos qui m'affichent, elles sont pas au rendez-vous. Parce que ce qui plaide toujours en la faveur, c'est l'offre et la demande. Tout à fait. L'offre et la demande. Donc c'est se projeter sur l'offre et la demande de demain. Et enfin, je dirais qu'il faut avoir une bonne granularité dans l'immobilier. On peut pas mettre all-in sur un emplacement, un produit, etc. Tout sur New York, c'est pas bon. C'est mieux d'avoir Paris, Londres, New York. Par exemple, tu vois, pareil. À Paris, j'ai du patrimoine. En province, j'ai du rendement. En rendement qui vaut rendement, j'ai pas de liquidité. Si je dois vendre mon actif à Lille ou à Saint-Étienne, je vais mettre un peu plus de temps qu'à Paris, là où j'aurai un acheteur dans les 15 jours. À Lille, je vais peut-être attendre 3 mois, 6 mois avant de le vendre au prix. Donc, je vais devoir corriger le prix. L'immobilier, j'oublie pas une chose, c'est que c'est un patrimoine qui est de plus en plus obsolète. Ça coûte combien avec le réchauffement climatique ? Faut le pricer. Nous le priçons. On le valorise. Parce que j'oublie pas que Paris, on est dans de l'haussmannien. J'adorerais avoir de la climatisation. Ouais. Aussi. J'adorerais aussi. J'adorerais. Oui, mais on est dans de l'haussmannien. Donc tant que Madame la maire ne nous autorise pas à avoir sur tous les toits de Paris de la climatisation et de vivre enfin en 2025, non, on vit. Alors qu'il y a des zones effectivement où c'est autorisé. Alors oui, ça défigurerait Paris. Bon, c'est un autre débat esthétique. Je crois que il faut aller beaucoup plus vite sur un Grenelle de l'immobilier en France, qu'on laisse volontairement les prix se corriger et qu'on n'a pas fini puisque les élections sont lointaines et qu'au final c'est les maires qui décident, les 36 maires de France. C'est pas forcément les grandes lois, Pinel, elles seront incitatives. Ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions par rapport à la collectivité locale, par rapport à l'implantation, à l'accompagnement quand on est investisseur. Des questions pleines de bon sens au final. Merci beaucoup, effectivement. Donc l'immobilier qui restait... j'allais te poser la question, mais tu m'as devancé justement sur ton niveau de confiance vis-à-vis de l'immobilier de bureau. Oui. Donc tu as en partie répondu. Donc je suis très confiant sur l'immobilier de bureau. Nous, on a des excellents rendements. On est principalement dans Paris, les Grandes de France. On est aussi dans les foncières de bureaux qui sont dépréciées. Il y a des zones qui resteront très recherchées par tous les grands corporates ou qui ont besoin d'être positionnés. Mais le Covid, la monoparentalité, les taux de divorce, tout ça, le télétravail, tout ça, le fait de revenir, le fait de recycler des actifs. Vous savez, moi j'étais à New York encore récemment l'année dernière. Tous les bureaux ne peuvent pas être transformés en résidentiel, loin de là. Il y a à peu près 3% des bureaux new-yorkais qui sont transformables. À Paris, c'est combien ? 5, 7, 8%? Mais c'est rien. C'est un épiphénomène. Il y a un problème de superstructure, d'infrastructure. Bon, voilà. Donc, l'immobilier, oui, évidemment, toujours dans les allocations. À quel prix, quel emplacement, quel endettement, quel bien-être.
L'immobilier, oui, et tu as aussi évoqué, et même moi je vois que c'est devenu à la mode, les fonds de private equity. Alors comment choisir un bon fonds aussi de private equity? Il y a aussi beaucoup de club deals qui se construisent. Chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a des club deals qui se construisent. Donc, comment faire pour identifier le bon fonds? Et en gros, concrètement, qu'est-ce que tu regardes et qui te permettent rapidement d'avoir des red flags ou de te dire, allez, go, ça peut être intéressant de... Bon, c'est une bonne question. Nous, on fait nos devoirs. C'est-à-dire qu'avant d'investir dans un groupe comme Accor en bourse, par exemple, ou dans un fonds de private equity immobilier, on lit le document de référence. On lit le 10K, le 10Q, le rapport annuel, le prospectus d'introduction. Voilà, on lit. On lit et on essaie de comprendre pourquoi ces équipes-là vont créer de la valeur sur le long terme, quelle que soit la configuration du cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'elles sont en phase avec le cahier des charges et est-ce qu'elles vont avoir la capacité à originer, à sourcer des bons deals et à rentrer au bon prix, à la bonne valo, pardon. C'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Donc ça, nous on travaille avec des dizaines d'équipes dont on a vu dans les cycles comment ils se sont comportés. Donc déjà, on a le recul large et nécessaire. Mais je dirais que en étant complètement à l'aveugle, c'est se poser la question si là aussi ce véhicule aura la capacité à acheter à la bonne valorisation. Voilà, parce que tout le monde sait acheter, hein. Le problème, c'est la sortie. Donc l'achat à bon compte pour une sortie industrielle financière au mieux de nos intérêts du client. Et ça, en 2025, c'est un peu plus challenging pour certains, dans un monde où l'argent va à l'argent. Il faut jamais oublier que les gros sont toujours plus gros. Donc il y a un effet masse qui joue. Donc on est dilué dans une masse. Chez les petits, ils peuvent être audacieux et trouver des opportunités, mais est-ce qu'ils peuvent l'industrialiser? Est-ce que c'est scalable? Ah oui, je suis dans un véhicule comme un autre, je m'intéresse au modèle économique. Est-ce que c'est scalable? Parce que c'est bien beau d'être là pour les 2-3 prochaines années. Quand vous êtes dans le non-coté, théoriquement, vous êtes là sur entre 7 et 10 ans, voire plus. Le temps de liquider, enfin, que le fonds liquide sa participation, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça, donc est-ce que c'est pour répondre à l'intérêt des gérants ou est-ce que je suis vraiment dans le cahier des charges et la feuille de route de mon client? Et donc, je m'intéresse de près à voir comment ça s'est comporté dans les précédents millésimes ou si c'est un nouveau produit qui me prouve l'exécution. Et aussi pour les dirigeants, peut-être qui ont fait un gros cash out, de pourquoi pas investir en direct dans la PME sans passer par un véhicule collectif. Oui, mais alors ça, c'est un autre métier. On change de métier. Là, c'est plus d'investissement dans l'immobilier, c'est l'investissement d'une société de gestion qui pilote des véhicules d'investissement immobilier. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi je n'investirais pas dans les hedge funds? Non, j'investis déjà dans leurs produits. Pourquoi j'investirais au-dessus? C'est un autre métier. C'est vraiment, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est des choses différentes. Donc tu déconseilles? Je ne le déconseille pas. Je dis juste que c'est un nouveau métier, au même titre qu'il faut se former à la finance, c'est-à-dire qu'il faut que je me recycle dans le marchand de biens, ou donc que j'ai pu vraiment être bien formé et me rassurer quant à l'investissement dans l'équipe, parce que c'est très engageant. Ils ont une responsabilité maximale. Je veux dire, c'est pas juste un produit, là, c'est la société de gestion qui distribue des produits pour le compte de tiers. Est-ce que parfois ça t'arrive d'investir aux côtés de tes clients dans des club deals, dans des fonds aussi? Quand tu identifies toi-même une opportunité qui est intéressante pour tes clients, est-ce que tu fonces? Alors d'abord, moi je suis mon premier investisseur. Moi déjà, moi si tu veux, je suis banquier, gérant, trader. Si je suis passionné de la chose, de l'actualité économique et financière, si moi je n'investis pas, il y a un problème. D'accord. Donc moi j'ai mes gisements, mais j'ai mes univers d'investissement pluriels. Donc il fut un temps, en 2011, moi j'ai identifié par exemple à titre personnel des lots de parking comme étant intéressants parce que mal pricés, le souterrain. Ah oui, mais pas pour la voiture, pour la réserve foncière. Et je dis, mais tiens, il y a des TRI tout à fait remarquables. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire à titre personnel, donc j'ai modestement fait ça. Mais je l'ai aussi apporté à des clients qui ont acheté à ce moment-là des Indigo, des gros véhicules de 400 places pour en faire de la réserve de stockage pour les Cdiscount, les Amazon. À un moment où il y a 15 ans, ça valait pas grand-chose. Pas pour l'usage de la voiture, je répète, pour le stockage.
Et donc, voilà, j'ai pu co-investir avec des clients, mais c'était momentané sur des sujets très spécifiques et ça les rassurait évidemment. Mais si on n'est pas soi-même investisseur, je veux dire, moi j'ai skin in the game. Je dois comprendre ce dans quoi j'investis. Je dois être forcément confiant. Et si je suis confiant, c'est que j'ai bien fait mes devoirs. Et donc, je peux être force de proposition. Et ça vaut pour les OPCI, les SCPI, les private equity, les actions, les obligations, les produits de taux, les devises, les contreparties. Tu sais, les problèmes de back middle office, ça n'a rien, mais toutes les compagnies d'assurance ne se valent pas. Si tu dois récupérer l'argent au Luxembourg, chez Generali, AXA, Cardiff, Allianz, tu mets 3 jours, 5 jours, 1 mois, 6 mois, combien de temps? Et moi, j'ai besoin de savoir, parce que moi, mon client, il a besoin d'acheter un bateau ou une résidence secondaire. Il veut l'argent. Vous lui avez dit 5 jours. Ça fait 2 mois. Merci, au revoir. C'est quoi cette histoire? Donc, on a déjà écrémé aussi l'exécution de maisons, au même titre que les banques. Les banques vendent de l'ingénierie financière. Elles ont toutes des départements high net worth, ultra high net worth, des départements d'ingénierie fiscale, etc., qui sont tout à fait remarquables, mais qui ne se valent pas les unes les autres. Non, mais donc chaque franchise, pour les avoir écumées, lui c'est HSBC, formidable. Mais tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne sait pas. Nous, on travaille avec toutes ces contreparties, Levy Capital Partners travaille avec toutes ces contreparties maintenant depuis 15 ans. Donc t'imagines la masse de connaissances qu'on a accumulées, de data, pour des équipes qui tournent en plus. Mais le véhicule, la machine reste. J'aimerais aussi revenir sur une classe d'actifs dans l'immobilier qui est le data center. Donc très immobilier aujourd'hui, Eliane. Hein. C'est parmi les nouveaux, parmi entre guillemets les classes d'actifs intéressantes en 2025, compte tenu du contexte actuel. Quels sont les produits qui sont intéressants aujourd'hui et quels sont les produits qui, selon toi, ne valent pas forcément le dans les data centers ou les autres? Des autres, parce que tu as parlé de data centers. Non, je parle des data centers parce qu'il y a un besoin structurel incroyable qui pose des problèmes énergétiques monstrueux avec des gens qui ont le savoir et d'autres qui l'ont pas. Donc il y a des gens qui prétendent, et c'est toujours pareil, qu'elles soient cotées ou en bourse ou pas. Parce que c'est pas pareil que d'être un promoteur immobilier de la ville. Je pense à certaines sociétés qui sont cotées en milliards en France, qui disent on va faire du data center. Oui, je vois. J'entends, mais monsieur, vous avez l'expertise? On va apprendre. Ça va coûter. Apprendre, ça coûte. Il faut investir. D'accord. Par contre, il y a déjà des entités qui ont pignon sur rue, qui font ça depuis longtemps, notamment aux États-Unis, qui ont une vraie vision, et qui ont déjà pris en considération ces problématiques énergétiques, qui sont un frein aussi, une barrière à l'entrée pour ce type d'investissement. Donc oui, on affectionne cela, oui, tu as raison. On affectionne les bureaux parce que le cas d'usage restera pour les bureaux prime. On affectionne là aussi tous les sujets où il y a de l'indexation de la croissance des loyers. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas le résidentiel, mais je dis juste que quand je suis en France et qu'on me dit, monsieur Lévy, vous avez le droit d'acheter à tel... Ah, d'accord, j'ai le droit d'acheter ce bien immobilier, mais vous n'avez pas le droit de le louer plus cher que ça. Ah, donc il y a un encadrement des loyers. Oui, monsieur. En plus, il vous faut faire des travaux pour le louer. Ah, il y a les DPE et je suis scoré, donc il faut que je réinvestisse. D'accord. Monsieur, vous ne pourrez plus faire de l'MNP et ne pourrez plus optimiser la fiscalité. D'accord. Donc vous me dites qu'il y a beaucoup de choses qui sont très dissuasives dans un monde où il manque beaucoup de logements en France. C'est une hérésie. Bien sûr. Moi, si j'ai un appel à faire ici à l'antenne, c'est que il faut suivre l'exemple des États-Unis ou encore plus récemment de l'Allemagne, qui va réduire la charge fiscale. On paye beaucoup trop d'impôts pour un pays qui est suffisamment mal géré et qui vit depuis 30 années au-dessus de ses moyens. Donc, soit on a la capacité de le réformer, soit vous en faites pas. Moi, je crois que quelqu'un le réformera pour nous. Et je pense que l'Europe, les marchés financiers le réformeront. Et ça, c'est jamais positif. Quand je regarde ce qui s'est passé en Argentine, exactement. Oui. C'est pas positif. Donc le courage politique, c'est bien beau de le dire. Je sais pas pourquoi on tarde toujours. Et que l'échappatoire, c'est la levée de l'impôt. Ah oui, on est des champions. Les marges sont encore importantes parce que les marges pour lever l'impôt en France, figure-toi, moi qui travaille sur des sujets comme ça, elles sont très importantes. On peut encore taxer beaucoup les revenus,
beaucoup le patrimoine, beaucoup la succession, parce qu'on est un pays qui s'attache de manière très dogmatique à faire payer ceux qui ont. Le pacte du Treil, notamment, moi je pense au pacte du Treil. Alors le pacte du Treil, l'ancien ministre a mis cet outil à disposition des familles pour qu'il y ait une transmission. Et moi qui aime bien ces sujets de transmission, je pense que c'est un véhicule intéressant, mais qui va être remanié, recalibré. Peut-être une bonne chose aussi qu'il n'y ait pas trop de niche fiscale pour certains et pas pour les autres. Ça veut dire qu'on a un millefeuille qu'on doit homogénéiser absolument. On peut pas rester avec des décalages trop importants. Donc ça veut dire qu'au milieu, c'est toujours les mêmes qui payent. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas c'est au milieu que ça paye, ça va pas. Mais parce que le pacte du Treil, c'est très intéressant pour les transmissions, pour les transmettre à des enfants notamment qui n'auraient pas aussi forcément la capacité financière à racheter, à payer aussi les droits, la fiscalité, les droits. C'est le choix des parents, c'est le choix de la génération d'au-dessus de transmettre et de mettre un stress à la génération aussi d'en dessous, ou d'imposer à la famille d'en dessous d'être porteur ou repreneur de cet actif-là, de ce bien professionnel. Donc il y a avantage. Ça rentre pas dans toutes les bourses ou dans tous les cas d'usage, dans un monde où j'oublie pas non plus que la mobilité à l'international est forte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si nos enfants s'amouracheront d'études ou de quelqu'un en France ou à l'international, et où sera leur donc j'en vois beaucoup surréagir et partir dans des pays un peu plus avantageux fiscalement. Je pense qu'ils font souvent des erreurs en termes de bien-être, qui surréagissent. Mais au moins ils auront vu comment ça se passe. Et on a jusqu'à la dissolution de 2024. Je dois reconnaître qu'on a fait beaucoup pour importer Choose France. On avait importé beaucoup de Français d'ailleurs pour les réimpatrier avec des mesures fiscales très intéressantes. Mais ça nous a renforcés, solidifiés, des jeunes des US, de Londres, des financiers, des entrepreneurs. Ça a été assez remarquable. Et la dissolution a été un point d'arrêt incroyable à cela. Et je le regrette. Parce qu'on a un pays qui a des qualités hors normes, mais on a un boulet, le poids de la dette et une bureaucratie qui est avec une inertie qui est trop importante. Ouais, c'est pour ça, c'est ce qui conduit aussi beaucoup de personnes à s'expatrier ou investir. Aller autre part pour investir. Alors on peut investir à l'international. Nous, nos clients investissent à l'international sans avoir bougé de chez eux. L'un n'empêche pas l'autre. La question est, est-ce que je change d'écosystème et je reviens en France pour aller visiter les pierres tombales ? C'est pas pareil. Je quitte tout. Il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, qui ont des problèmes de santé parce qu'ils justement sont partis. Je suis pas certain que... Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Nous, on a des cahiers des charges spécifiques, on fait du sur-mesure. Quand c'est désiré, voulu, etc. Mais il faut pas surréagir à la fiscalité. Surtout si on va se mettre dans des centres où tout le monde est riche. Bon, je suis venu avec 20 millions d'euros à Monaco, mais ils ont tous 1 milliard. Je suis pauvre à Monaco. Ouais, à Monaco, oui. Non, mais c'est un exemple, je veux dire, c'est un exemple. C'est un exemple. Tout coûte cher à Monaco. Je suis à Genève, tout coûte cher. Je suis à Dubaï, tout coûte cher. Qu'est-ce qui se passe ? À Lisbonne, le prix de l'immobilier est plus cher qu'à Paris. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais je serais venu il y a 10 ans. Ah oui, mais s'il y avait su, j'aurais pas venu. Ah, mais c'est pas cher, Paris, au final. Ah bon, c'est pas cher ? Bah oui, si j'ai un bien-être, une bonne formation, une bonne protection sociale, un bon... Toutes les histoires de projection... Et il y en a, je répète, c'est du cas par cas. Et donc des opportunités d'investissement intéressantes pour toi en 2025, est-ce que tu en identifies Oui, tu l'auras compris, tu l'auras deviné, nous on est toujours... les inefficiences des marchés financiers, la dislocation des marchés financiers nous incite à acheter des actions, à acheter des obligations qui nous donnent du portage, qui sont souvent des obligations d'entreprise, très bien notées, c'est pépère, c'est tranquille. Voilà. Les actions, elles nous donnent et du rendement ou une appréciation de la valeur du stock, c'est formidable. Ou parce qu'on a des risques idiosyncratiques sur des valeurs qui ont une equity story très spécifique et on va chercher des x2, x3, là aussi, on en a.
Donc ça, c'est les marchés financiers liquides. On a fait pas mal de dettes privées aussi pour accompagner des projets dans le non-coté, dans l'infrastructure, dans les énergies aussi de demain. Ça aussi, quand on a des bons projets, on est désireux d'accompagner parce qu'on a des poches illiquides, voilà, et c'est rendu possible. Donc évidemment, et je dirais même plus que jamais, parce que la volatilité nous rend service. Ça nous permet de rentrer, de sortir. Sur les marchés financiers, mais on parlait de l'immobilier, c'est pareil. Il y a des gens qui ont fait des erreurs en étant trop endettés et qui doivent vendre. À quel prix ? Il n'y a pas d'acheteurs. Donc, quand bien même il y a peu d'acheteurs, voilà, on en est. Très intéressant. Voilà, cet état des lieux aussi, un peu des opportunités ou des pièges aussi à éviter au niveau investissement. Je vois aussi le temps qui file parce que c'est un échange qui est passionnant. J'avais encore 2-3 petites questions, notamment sur parce qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui veulent donner aussi un sens à leur patrimoine, à leur investissement. Qu'en est-il des fonds de dotation, des fonds philanthropiques ? Est-ce que tu accompagnes aussi, tu structures parfois des fonds de dotation pour le compte de tes clients ? Alors nous ne sommes jamais à la structuration parce que c'est le ressort de l'avocat ou du fiscaliste qui crée les véhicules. On a eu là aussi accompagné nos clients pour là aussi la philanthropie, pour donner du sens ou transmettre. On est plus sur l'impact, je dirais. La philanthropie, ils le font par eux-mêmes en donnant du sens. Soit ils accompagnent des fondations, soit ils créent 1 ou 2 fonds de dotation, soit ils accompagnent d'ores et déjà des causes pour lesquelles il existe là aussi des superstructures et où ils viennent faire des abondements très récurrents. Oui, très clairement. Ensuite, une autre question, c'est sur qu'est-ce que tu penses de l'avenir justement en France pour l'instant, avec tous les signaux que tu arrives à percevoir, à ressentir. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement en France en 2025 et pour les 4-5 peut-être prochaines années à venir? Bon, évidemment, il y aura les élections présidentielles, les élections municipales, donc tous ces mouvements qui vont aussi impacter positivement, négativement les investissements en France, mais voilà, est-ce que... Attends, je vais juste chercher ma boule de cristal. Voilà, alors j'ai ma boule. C'est toujours compliqué, effectivement, c'est une question qui est... Si tu veux, mon degré de confiance sur l'investissement en France est toujours important, mais moins important qu'il y a que d'avant la dissolution. Voilà. Donc ça donne déjà un signal. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas en France. On continue à accompagner les projets, à investir en France, dans les actions, dans les obligations, à être déposé en France, etc. Mais pas que. Parce que, là aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a une épée de Damoclès pour lequel on n'a pas de solution. Ni politique, ni économique. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu un super économiste, un technocrate venir avec une équipe pour reprendre les rênes de l'État qui en aurait besoin. Donc, dans les séquences qu'on me vend tous les matins, c'est super, mais ça répond pas aux besoins du moment. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aussi, subdéler la confiance aux politiques, pour lequel ils n'ont pas toujours mérité cette confiance, c'est certain, mais il faut rester optimiste. Donc on est optimiste, mais assez lucide sur le fait qu'il faille être diversifié. Pour avoir répondu. Oui, tout à fait. Et pour conclure, évidemment, tu as donné beaucoup de conseils au fur et à mesure de cet échange, de beaucoup d'éléments intéressants. On est disponible pour ceux qui veulent. Donc Olimoni, olimoni.fr ou évidemment Levy Capital Partners pour interagir si besoin. 3 conseils que tu donnerais à un dirigeant avant même d'investir son cash out. 3 conseils ou plus, voilà. Oui, hiérarchiser très clairement ses priorités. C'est un peu arrivé à la retraite anticipée, donc il faut changer de métier. La retraite, c'est pas la fin de la vie, c'est le début d'autre chose. D'accord ? Avec qui ? Comment ?
Donc, je crois que c'est reformer une équipe de professionnels, former un tandem avec un investisseur, avec un agent immobilier, que sais-je, se réinventer ou être mentor. Et j'aime beaucoup cette façon de transmettre. Nous, on prend beaucoup de jeunes. J'ai été prof pendant 15 ans. On essaie de transmettre aussi, de donner envie. C'est hyper important. Au même titre qu'on transmet beaucoup d'informations, qu'on forme beaucoup auprès de nos clients. Donc, je pense que c'est peut-être assez basique, mais c'est d'investir sur soi. Voilà, de lire, s'intéresser, être curieux et pas surréagir parce que le podcast a fait 10 millions de vues, comme je te l'espère, avec celui-là. Donc 10 millions de vues dès demain matin. En tout cas, c'est la promesse que tu m'avais dit. Plus impactant que les tweets de Donald Trump, évidemment. Donald qui? Et surtout se faire accompagner par un professionnel comme toi. Donc, si tu peux nous rappeler dernièrement, voilà, ce que tu fais pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout et qui auraient, qui voudraient se faire accompagner ou du moins commencer à réfléchir à l'avenir de leur patrimoine. En quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait Lévi Capital? Donc Lévi Capital est un multi-family office, c'est un gestionnaire plus qui traite toutes les classes d'actifs, qui est d'abord là pour protéger train de vie, inflation, fiscalité, avant de développer, et on développe aussi évidemment, mais voilà, nous, c'est de donner ce sens-là nouveau aux entrepreneurs ou serial entrepreneurs qui, dans leur ADN, fait qu'ils sont continuellement en train de réinvestir. C'est pas des rentiers anglo-saxonnes chez nous, donc ils réinvestissent avec nous, ils apprennent avec nous, ils diversifient des corels avec nous, et surtout ils n'ont pas, voilà, on fait partie de la même équipe, donc on est au même titre que leur homme de confiance, médecin, notaire. On rentre dans le premier cercle parce qu'on a fait nos preuves, on a été suffisamment challengé et on challenge suffisamment les autres pour répondre au mieux à leurs besoins. Merci beaucoup Olivier. Le mot de la fin, petite dédicace en lien, enfin ou non avec le sujet du jour. Je te laisse évidemment toute la liberté de parole. Écoute, on parlait de transmission. C'est quelque chose qui nous, voilà, on n'est pas éternel. On pense tous à ce que va devenir le lendemain et le surlendemain et qu'est-ce qu'on souhaite laisser comme petite trace. Donc voilà, moi j'ai un podcast de plus à mon actif. Merci en tout cas à toi, c'est sympa, ça permettra peut-être à mes petits-enfants de regarder la petite vidéo du papy, je l'espère, on sait jamais. Avec grand plaisir. En tout cas, je les embrasse. Et merci à toi Olivier, c'était vraiment passionnant, j'ai pas vu le temps passer honnêtement, et merci pour toutes tes informations. Évidemment, c'est toujours compliqué de rentrer dans le détail pour un sujet comme celui-ci, donc je vous recommande d'aller contacter Olivier ou de consulter ta brique formation en tous les cas. Oui, avec plaisir. Donc c'est Oli Money. Tout attaché, olimoney.fr. De toute façon, je mettrai évidemment dans un petit. C'est très gentil. Merci encore. À très vite, Olivier. À bientôt. Au revoir. Au revoir.